Beaucoup d'entre vous pensent en ce moment qu'ils perdent la tête, mais croyez-en mon expérience. Ce n'est pas le cas. Je sais ce que ça fait de se réveiller avec cette boule au ventre, de repasser en boucle les conversations de la veille en se demandant à quel moment tout a basculé. On a tous cru à ce mensonge, celui qui nous disait que si nous expliquions mieux, si nous aimions plus fort, si nous étions plus patients, l'autre finirait par comprendre. Mais l'expérience m'a appris une vérité brutale. On ne peut pas soigner une personne qui utilise votre empathie comme une arme contre vous. Il y a un moment précis dans chaque dynamique toxique où quelque chose change si discrètement que vous seul le ressentez. C'est l'instant où vous cessez de douter de vous-même, où la vérité s'installe et où l'autre réalise qu'il ne peut plus vous contrôler. Ce n'est pas une histoire de colère ou de vengeance. C'est l'histoire de ce qui arrive quand un partenaire toxique sait qu'il est coupable et de ce que cette réalisation fait à son comportement, à son pouvoir et à sa peur. Si vous avez déjà ressenti cette confusion, ce silence pesant, cette froideur soudaine après avoir enfin vu clair dans le jeu, restez avec moi. Ce que vous allez entendre pourrait enfin tout expliquer. La culpabilité menace l'identité du narcissique parce que son sens de soi n'est pas construit sur la responsabilité, mais sur l'image. Pour la plupart des gens, la culpabilité est inconfortable, mais utile. Elle signale un décalage entre nos valeurs et notre comportement. Pour un partenaire toxique, la culpabilité fait quelque chose de bien plus dangereux. Elle ne se contente pas de pointer une erreur, elle expose une fissure dans l'armure dont il dépend pour survivre. Ces personnes ne se aperçoivent pas comme des êtres entiers et stables qui peuvent avoir des défauts tout en restant dignes d'amour. Leur identité est construite comme une performance fragile, maintenue par l'admiration, le contrôle et la conviction qu'elles sont supérieures ou intouchables. Imaginez un édifice majestueux mais dont les fondations sont faites de verre. La moindre vérité, la moindre reconnaissance d'un tort agit comme un marteau frappant cette base. Pour eux, admettre une erreur n'est pas un acte de croissance, c'est une menace d'effondrement total. Quand la culpabilité apparaît, elle menace de démanteler toute cette structure. Admettre un tort signifierait admettre une vulnérabilité, une limite ou une imperfection. Et pour eux, cela ressemble à une annihilation pure et simple. C'est pourquoi la culpabilité ne les mène jamais au remords. Le remords exige un sens de soi sécurisé, assez fort pour dire « j'ai eu tort et je reste quelqu'un de valable ». Un narcissique manque de cette sécurité interne. La culpabilité ressemble moins à un signal moral qu'à une menace existentielle. Elle lui crie « tu n'es pas celui que tu prétends être » et ce message est intolérable. Alors, au lieu d'intégrer cette culpabilité, il l'externalise, il projette le blâme, déforme la réalité ou attaque la source de l'exposition. Le but n'est pas de résoudre le mal, mais de protéger l'image à tout prix. C'est pourquoi ils combattent la responsabilité avec une telle intensité. Ils ne défendent pas un comportement, ils se défendent contre un effondrement intérieur. Comprendre cela est crucial parce que cela explique pourquoi la logique ou les appels émotionnels ne fonctionnent jamais. Vous ne négociez pas sur des actions, vous affrontez un mécanisme de survie. Et quand l'identité est en jeu, l'autopréservation l'emportera toujours sur la conscience. Ils préféreront brûler le pont sur lequel vous vous tenez tous les deux plutôt que d'admettre qu'ils ont allumé l'allumette. Une fois que leur identité se sent menacée, que cette image intérieure commence à se fissurer, le mouvement suivant est presque instinctif, ils basculent. Ce qui ressemblait autrefois à du charme, de la chaleur ou de la confiance se durcit en contrôle. C'est la deuxième phase que la plupart des gens ne reconnaissent pas avant d'être déjà pris au piège. Au début, le charme de votre partenaire semblait naturel. Il vous donnait l'impression d'être choisi, compris, presque en sécurité. Mais ce charme n'a jamais été de l'intimité, c'était un levier. C'était le moyen de s'assurer votre admiration sans jamais rien révéler de réel. Alors quand la culpabilité les expose, quand ils sentent que cette admiration leur échappe, ils ne peuvent plus compter sur le charme. Cela ne fonctionne plus sur quelqu'un qui voit clair. Le contrôle remplace alors la séduction. Leur ton change, les conversations deviennent des interrogatoires. Vos mots sont déformés, vos intentions questionnées. Ils peuvent soudainement avoir besoin de clarifier tout ce que vous dites, non pas pour vous comprendre, mais pour dominer le récit. Ils commencent à surveiller vos réactions, à critiquer vos amitiés ou à remettre en question votre gestion du temps. Tout cela pour s'assurer que vous restez trop occupés à vous défendre pour remarquer leur propre faillite morale.
Le but est simple, regagner du terrain psychologique. S'ils peuvent contrôler l'histoire, ils peuvent éviter de faire face à la vérité. Vous remarquerez peut-être des jeux de pouvoir subtils. Retirer l'affection, créer de la confusion, déplacer les poteaux de but pour que vous soyez toujours en train de vous expliquer, de vous justifier, toujours légèrement en déséquilibre. Ce n'est pas accidentel. Le contrôle était la façon dont ils rétablissent leur supériorité quand leur image est menacée. Et voici la partie douloureuse. Ils n'escaladent pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. Ils escaladent parce que vous avez cessé de nourrir l'illusion. Votre prise de conscience a déstabilisé la dynamique et le contrôle est leur réponse d'urgence. C'est pourquoi vous pouvez ressentir une froideur émotionnelle soudaine, là où la chaleur vivait autrefois, ou une intensité qui ressemble à de la surveillance plutôt qu'à de l'attention. Ils guettent les signes qu'ils comptent encore, qu'ils dominent encore, qu'ils possèdent encore l'espace émotionnel. Comprendre ce basculement vous libère de l'autoblâme. Le moment où le charme se transforme en contrôle n'est pas un échec de votre part. C'est la preuve que vous ne jouez plus le rôle dont ils avaient besoin. Vous êtes passé du statut de partenaire idéal à celui de témoin gênant et un témoin doit être discrédité ou contrôlé. Et quand le contrôle seul ne suffit plus à restaurer leur sentiment de puissance, quand votre clarté continue de leur glisser entre les doigts, ils cherchent quelque chose de plus tranchant. Le déni devient leur bouclier et la projection devient leur arme. C'est la phase où la réalité elle-même n'est plus sûre. À ce stade, le partenaire toxique n'essaie pas de résoudre quoi que ce soit, il essaie de survivre à l'exposition. Admettre la vérité signifierait admettre la culpabilité, et la culpabilité menace toujours cette identité fragile. Alors, au lieu de faire face à ce qu'ils ont fait, ils rejettent entièrement la prémisse. Ce que vous avez vécu est de minimiser, écarter ou effacer. Les événements sont reformulés, les chronologies modifiées, les intentions réécrites. Pas de manière subtile, mais avec une assurance déconcertante. Ils parlent avec certitude parce que la certitude confond les gens. Quand quelqu'un nie votre expérience vécue avec une conviction absolue, cela crée une désorientation profonde. Vous commencez à rejouer les moments, à questionner votre mémoire, à vous demander si vous avez mal compris quelque chose d'évident. C'est ce qu'on appelle la salade de mots. Un flot de phrases circulaires, de déni et d'attaques qui n'ont pour but que de vous épuiser mentalement jusqu'à ce que vous abandonniez la discussion par simple fatigue. Cette confusion est le but recherché. S'ils peuvent déstabiliser la confiance que vous avez en vous-même, ils regagnent le contrôle sans avoir à changer. Et puis vient la projection. Les comportements même qu'ils refusent d'assumer vous sont soudainement attribués. On vous accuse d'être manipulateur, dramatique, égoïste ou cruel, souvent en utilisant le langage même que vous avez utilisé pour décrire leurs actions. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un déplacement psychologique. Ils exportent leur culpabilité dans votre identité pour ne pas avoir à la ressentir. Ce qui rend cela particulièrement douloureux, c'est à quel point cela semble personnel. Ils n'attaquent pas au hasard, ils visent vos valeurs, votre sensibilité, vos intentions. Ils frappent là où vous tenez le plus, car c'est là que le doute fera le plus mal. Si vous êtes une personne honnête, ils vous accuseront de mentir. Si vous êtes fidèle, ils suspecteront votre loyauté. Plus vous essayez d'expliquer, plus ils ont de matière à déformer. C'est là que beaucoup de gens se perdent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont honnêtes. Ils supposent que la vérité finira par compter. Mais avec une personne toxique, le déni et la projection ne sont pas des défenses temporaires. Ce sont des stratégies permanentes. Dès que vous reconnaissez cela, quelque chose change. Vous arrêtez de vous disputer avec un miroir déformant. Vous arrêtez de chercher la validation auprès de quelqu'un qui a tout intérêt à vous mal comprendre. Avant de continuer, mes chers, nous avons un rêve pour notre petit cercle, réunir 1000 âmes bienveillantes. C'est un espace d'entraide gratuit et fait avec le cœur. Votre abonnement est un geste de soutien précieux qui nous donne des ailes. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci d'être là. Quand le déni ne vous confond plus, quand la projection n'atteint plus sa cible, il bouge encore. Cette fois, ce n'est pas pour expliquer ou dominer l'histoire, mais pour en disparaître émotionnellement. Le silence, la rage ou une victimisation soudaine prennent la place de la responsabilité, car vous affronter maintenant signifierait s'affronter eux-mêmes. Le silence est souvent le premier choix. Les conversations s'arrêtent au milieu d'une phrase.
Les messages restent sans réponse pendant des heures, voire des jours, alors que vous savez qu'ils sont disponibles. La chaleur émotionnelle s'évapore, remplacée par une politesse glaciale ou une indifférence totale. Ce n'est pas un espace pour la réflexion, c'est un retrait calculé. Le but est de vous rendre assez mal à l'aise pour que vous les poursuiviez, pour que vous combliez le vide qu'ils ont créé, pour que vous abandonniez votre clarté juste pour restaurer la connexion. Le silence devient un test pour savoir quelle part de vous-même vous êtes prêt à sacrifier pour être à nouveau vu. Ils attendent que vous craquiez, que vous vous excusiez pour des choses que vous n'avez pas faites, simplement pour mettre fin à cette agonie du vide. Si le silence échoue, la rage peut suivre. Pas toujours bruyante, pas toujours explosive, mais tranchante et déstabilisante. La colère crée le chaos et le chaos détourne l'attention de la vérité. En présence de la rage, le problème d'origine se perd. Soudain, vous défendez votre ton, votre réaction, votre caractère. La responsabilité se dissout dans le bruit et quand même la rage ne fonctionne plus, il se tourne vers la victimisation. Il se présente comme incompris, attaqué, blessé par vos accusations. Le récit s'inverse, vos limites deviennent de la cruauté, votre honnêteté devient une trahison. Ils parlent de tout ce qu'ils ont souffert, de la façon injuste dont ils ont été traités, comme si votre demande de responsabilité était un acte de violence. Ils peuvent même utiliser vos propres traumatismes passés, ceux que vous leur avez confiés dans un moment de vulnérabilité, pour expliquer pourquoi vous voyez le mal partout ou pourquoi vous êtes incapable d'aimer. Ce que toutes ces réponses partagent, c'est la même intention fondamentale. Éviter la responsabilité tout en gardant le pouvoir émotionnel. La responsabilité exige de l'humilité et l'humilité ferait s'effondrer l'identité qu'ils protègent. Alors, au lieu de cela, ils punissent la vérité en retirant la connexion ou en inondant l'espace d'émotion. C'est là que la leçon la plus profonde émerge. Leur silence, leur colère, leurs larmes ne sont pas la preuve que vous êtes allé trop loin. Ils sont la preuve que vous avez atteint l'endroit où ils ne peuvent pas vous suivre. Quand vous cessez de réagir à ces tactiques, vous sortez entièrement du cycle. Et dans ce calme, vous commencez à comprendre quelque chose de vital. Leur refus de prendre leurs responsabilités n'a jamais concerné votre valeur. Il s'agissait de leur peur de se regarder en face. Et une fois qu'ils ne peuvent plus vous faire taire, vous intimider ou se repositionner en tant que partie blessée, ils tentent quelque chose d'encore plus troublant. Ils réécrivent le passé, pas partiellement mais complètement. Parce que s'ils peuvent changer l'histoire, ils peuvent échapper à la honte. L'histoire, pour une personne toxique, n'est pas un enregistrement des faits, c'est un outil. Quand la culpabilité les menace, la mémoire devient flexible. Ce qui a été dit autrefois est sorti de son contexte. Ce qui a été promis n'a jamais été pensé ainsi. Le mal devient un malentendu. La cruauté devient de l'inquiétude. La trahison devient une nécessité. Lentement, la version des événements que vous avez vécus est remplacée par un récit qui les protège. Ce n'est pas de l'oubli, c'est de la survie. Ils racontent l'histoire si souvent avec une telle confiance qu'elle commence à paraître crédible même pour eux. Ils peuvent dire « Je n'ai jamais dit ça, tu dois être fatigué » ou « Tu te souviens mal, c'est toi qui as commencé cette dispute » et si vous la contestez, on vous accuse de garder des rancunes, d'être coincé dans le passé ou de refuser d'avancer. Mais avancer dans leur langage signifie accepter leur version de la réalité. Ce qui rend cela particulièrement douloureux, c'est que vous vous souvenez clairement de la vérité. Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti dans votre corps, la confusion, la confiance brisée, les moments où vous vous êtes tu juste pour garder la paix. Et pourtant, on vous dit que cela ne s'est pas passé ainsi ou pas du tout. C'est là que beaucoup ressentent la fracture la plus profonde en eux-mêmes, non pas à cause de ce qui a été fait, mais parce que leur réalité est en train d'être effacée. Quand quelqu'un réécrit l'histoire, il ne cherche pas seulement à éviter la culpabilité, il vous demande d'abandonner votre propre mémoire pour protéger son ego. Voici la force tranquille que vous commencez à développer. Vous arrêtez d'essayer de corriger l'histoire. Vous réalisez que la vérité n'a pas besoin de leur accord pour exister. Vous ne vous battez plus pour des faits avec quelqu'un qui a investi dans la fiction. Dès que vous faites à nouveau confiance à votre mémoire, la réécriture perd son pouvoir. Parce que peu importe le nombre de versions qu'ils créent, ils ne peuvent pas défaire une chose. Vous étiez là.
Vous savez ce que vous avez vécu, et choisir d'honorer cette vérité est la façon dont vous commencez à sortir de leur histoire pour revenir dans la vôtre. Et quand leur histoire réécrite ne vous convainc plus, quand vous cessez de corriger le procès verbal et que vous restez simplement ferme dans ce que vous savez, quelque chose en eux change à nouveau. Votre clarté devient la chose qui les déstabilise le plus. Pas votre colère, pas vos explications, mais votre certitude. Un manipulateur peut travailler avec la confusion. Il peut exploiter le doute, il peut manipuler les réactions émotionnelles, mais la clarté ne lui laisse nulle part où aller. Elle ne discute pas, elle ne supplie pas. Elle n'a pas besoin de permission, elle existe simplement et cette certitude tranquille expose tout ce qu'ils ont essayé de cacher. C'est pourquoi votre compréhension calme leur semble menaçante. Vous ne demandez plus, est-ce que j'ai imaginé ça? Vous ne cherchez plus de validation pour ce que vous avez vécu, vous n'essayez plus de les convaincre de votre réalité. Et sans cet engagement, leur pouvoir s'affaiblit. Le contrôle dépend de la réaction et la clarté la femme. Ils sentent ce changement immédiatement. Vous parlez moins, mais avec plus de poids, vous répondez sans charge émotionnelle. Vous fixez des limites sans justification. Vous ne vous lancez plus dans des justifications de 3h à 2h du matin. Vous dites simplement « Je sais ce que j'ai vu » ou « Cette conversation ne me convient pas » et vous vous retirez. Soudain, la dynamique sur laquelle ils comptaient semble instable parce que la clarté signale l'indépendance et l'indépendance signifie qu'ils ne sont plus l'autorité sur votre vérité. C'est le moment où ils escaladent souvent de manière plus subtile. Ils peuvent vous provoquer, vous appâter ou vous tester, espérant vous ramener dans l'engagement émotionnel. Non pas parce qu'ils veulent d'une connexion, mais parce qu'ils veulent la preuve qu'ils comptent encore. Votre clarté menace la croyance fondamentale qu'ils définissent le paysage émotionnel. Ce qu'ils craignent, ce n'est pas de vous perdre, c'est de perdre leur influence sur vous. Et voici la transformation silencieuse qui s'opère en vous. Vous commencez à vous faire plus confiance qu'à leur réaction. Vous ne mesurez plus votre réalité à l'aune de leur approbation. Vous comprenez que la clarté n'a pas besoin de consensus. C'est pourquoi votre présence ancrée ressemble à un rejet pour eux, non pas parce que vous les avez attaqués, mais parce que vous avez retiré votre confusion. Et sans confusion, la manipulation ne peut survivre. La clarté n'est pas bruyante, elle n'a pas besoin de se prouver. Mais en présence de quelqu'un qui a construit son pouvoir sur la distorsion, elle devient indéniablement disruptive. Une fois que vous y entrez pleinement, vous réalisez quelque chose de libérateur. Vous n'avez pas besoin qu'ils voient la vérité pour qu'elle soit réelle. La vérité est un sol solide sous vos pieds, pas une destination où vous devez les emmener de force. Et quand votre clarté ne vacille plus, quand elle reste stable, peu importe comment ils la testent, ils répondent de l'une des seules façons qu'ils connaissent. Ils punissent la vérité. Pas ouvertement, pas toujours de manière dramatique, mais avec précision, parce qu'ils ne peuvent pas argumenter contre votre conscience, ils essaient de faire en sorte qu'elle vous coûte quelque chose. L'affection devient conditionnelle, la chaleur devient sélective, la connexion que vous ressentiez autrefois est retenue comme une ressource que vous ne méritez plus. Ce n'est pas une distance née de la réflexion, c'est une conséquence conçue pour vous donner une leçon. Le message tacite est clair, si vous voulez la paix, le confort ou la proximité, vous devez abandonner ce que vous savez. Parfois, la punition vient sous forme de chaos, des crises soudaines, des conflits fabriqués, un coup du lapin émotionnel qui détourne votre attention de la vérité pour vous ramener en mode survie. Ils peuvent aussi utiliser la triangulation en commençant à louer excessivement une autre personne devant vous pour vous faire sentir remplaçable ou inadéquat. Quand la vie semble instable, la clarté devient plus difficile à maintenir. Et cette instabilité est intentionnelle. Ils peuvent devenir imprévisibles, incohérents ou étrangement indifférents à des moments qui comptaient autrefois profondément. Cette imprévisibilité émotionnelle est censée vous déstabiliser, vous faire douter que rester dans votre vérité valait la perte subie. Parce que si la vérité fait assez mal, vous pourriez vous en retirer. Ce qu'il est important de comprendre, c'est ceci. La punition n'est pas une question de correction, c'est une question de contrôle. Il tente de vous entraîner émotionnellement pour que vous associez l'honnêteté à la perte et la conformité au soulagement. Mais quelque chose de différent commence à se produire quand vous ne réagissez plus comme ils s'y attendent. Vous arrêtez de vous démener pour restaurer ce qui a été retiré.
Vous arrêtez d'intérioriser le retrait comme un reflet de votre valeur. Vous voyez le schéma pour ce qu'est, et à ce moment-là, la punition perd son pouvoir, car lorsque vous ne troquez plus votre vérité contre une paix temporaire, leur levier disparaît. Ils peuvent retenir leur affection, mais ils ne peuvent pas prendre votre respect de vous-même. Ils peuvent créer du chaos, mais ils ne peuvent pas effacer votre conscience. C'est là que la force remplace tranquillement la peur. Vous réalisez que perdre une fausse connexion n'est pas une perte du tout, c'est le prix de la liberté. Une fois que vous acceptez cela, la punition devient la preuve que vous n'êtes plus contrôlable, seulement inatteignable selon leurs termes. C'est là que beaucoup espèrent encore un tournant qui ne vient jamais. Ils croient que si le partenaire toxique comprend vraiment le mal causé, la culpabilité finira par l'adoucir, que le remords arrivera, que quelque chose d'humain percera enfin. Mais la culpabilité ne fait pas fondre les défenses d'un narcissique. Elle les durcit. À ce stade, la culpabilité est devenue une menace constante en arrière-plan, non pas quelque chose qu'ils ressentent et traitent, mais quelque chose qu'ils doivent contenir. Alors, au lieu de s'ouvrir, ils se fortifient. Ils deviennent plus rigides, plus stratégiques, plus cuirassés émotionnellement. Les murs montent plus haut parce que la vulnérabilité semble maintenant trop dangereuse. Vous remarquerez peut-être qu'ils deviennent de plus froids, plus distants, plus contrôlés dans leurs réponses ou paradoxalement plus polis, plus performatifs, comme s'ils perfectionnaient à nouveau leur rôle. Ils peuvent même vous offrir des excuses qui sonnent creux, des phrases comme « je suis désolé que tu te sois senti ainsi » au lieu de « je suis désolé de ce que j'aille fait ». Ce n'est pas une admission de faute, c'est une manœuvre pour clore le sujet. Ce n'est pas une guérison, c'est un renforcement. Ils doublent la mise sur les traits mêmes qui leur ont permis d'éviter la responsabilité en premier lieu. La raison est simple mais douloureuse. La douceur exigerait une réflexion sur soi, et la réflexion sur soi les forcerait à affronter la culpabilité qu'ils fuient. Ils choisissent donc la défense plutôt que la croissance, le contrôle plutôt que la connexion, l'image plutôt que l'intimité. C'est pourquoi les conversations commencent à sembler transactionnelles au lieu d'être émotionnelles, pourquoi l'empathie semble répétée, pourquoi toute admission de faute est superficielle et rapidement redirigée. La culpabilité ne les ouvre pas, elle les convainc qu'ils doivent se protéger encore plus agressivement. Et voici la réalisation cruciale pour vous. Ce durcissement n'est pas votre échec, ce n'est pas parce que vous avez trop demandé, mal expliqué ou manqué de compassion, c'est parce que la culpabilité, chez quelqu'un qui n'a pas un sens de soi stable, est insupportable. Ce qui change maintenant, ce n'est pas eux, c'est vous. Vous arrêtez d'attendre de la douceur de la part de quelqu'un qui survit en restant sur la défensive. Vous arrêtez d'interpréter leur armure émotionnelle comme de la force. Vous la voyez pour ce qu'elle est, de la peur déguisée en contrôle. Et avec cette compréhension, quelque chose se relâche en vous. Vous n'espérez plus une percée qui exigerait qu'il devienne quelqu'un qu'il refuse d'être. Vous commencez à faire le deuil du fantasme. Et ce faisant, vous faites un pas de plus vers la liberté. Le deuil n'est pas la fin, c'est le début du retour à la réalité. À mesure que ce fantasme se dissout, que vous cessez d'attendre qu'il s'adoucisse, tout change. Quelque chose d'inattendu devient clair. Leur réaction n'était jamais aléatoire. C'étaient des signaux, la preuve que quelque chose de fondamental avait changé, non pas en eux, mais en vous. Votre éveil est ce qui a tout déclenché. La défensive, la réécriture de l'histoire, la punition, le durcissement émotionnel. Rien de tout cela n'a commencé quand vous êtes devenu cruel ou exigeant. Cela a commencé quand vous êtes devenu conscient. Quand vous avez cessé d'absorber un blâme qui ne vous appartenait pas. Quand vous avez cessé de tordre la réalité pour préserver la connexion. Quand vous avez commencé à voir des schémas au lieu d'excuses, cette conscience a perturbé le rôle que vous étiez censé jouer. Vous étiez censé douter de vous expliquer, continuer à espérer, continuer à porter le poids émotionnel pour qu'il n'ait pas à le faire. Au moment où vous êtes sorti de ce rôle, le système a échoué. C'est pourquoi leur comportement s'est intensifié à mesure que vous deveniez plus clair, pourquoi les choses semblaient pires après que vous ayez mieux compris. La croissance déstabilise les dynamiques construites sur le déséquilibre. Votre éveil a menacé la structure sur laquelle il comptait pour se sentir puissant, supérieur, en sécurité. Et voici le changement le plus important. Vous cessez de personnaliser leurs réactions. Vous arrêtez de demander « Pourquoi me font-ils ça ?» et vous commencez à reconnaître.
Cela arrive parce que je ne rentre plus dans le cadre. Leur colère, leur retrait, leur froideur, ce ne sont pas des reflets de votre valeur. Ce sont les preuves que vous avez changé les règles en refusant de jouer inconsciemment. Cette réalisation peut être à la fois douloureuse et libératrice. Douloureuse parce qu'elle confirme que la connexion était conditionnelle. Libératrice parce qu'elle signifie que vous n'êtes plus piégé à l'intérieur. Vous n'avez pas brisé la relation en vous réveillant. Vous avez exposé ce qu'elle exigeait de vous, votre propre effacement. Une fois que vous voyez cela, vous arrêtez de courir après des explications, vous arrêtez de défendre votre croissance. Vous comprenez que l'éveil est disruptif par nature, non pas parce qu'il nuit aux autres, mais parce qu'il leur retire la possibilité de se cacher derrière votre confusion. Ce à quoi ils ont réagi, ce n'était pas votre colère, vos mots ou vos limites. Ils ont réagi à votre clarté, et cette réaction est la preuve que vous avez franchi un seuil qu'ils ne pourront plus jamais contrôler. Une fois que vous comprenez que leur réaction était à des réponses à votre éveil et non des preuves de votre échec, la vérité finale s'installe tranquillement mais fermement. Vous réalisez que la conséquence qu'ils craignaient le plus n'était ni la confrontation, ni l'exposition, ni même la perte. C'était de perdre l'accès à vous, pas votre présence physique, mais votre disponibilité émotionnelle, pas votre corps, mais votre énergie, pas vos mots, mais votre volonté de vous engager dans leur jeu. Car s'ils pouvaient nier, projeter, punir et se durcir, il y avait une chose qu'ils ne pouvaient jamais contrôler: votre paix intérieure. Et une fois que vous avez cessé de la leur livrer, la dynamique a pris fin, qu'ils le reconnaissent ou non. Votre paix devient la limite avec laquelle ils ne peuvent pas discuter. Elle ne débat pas. Il ne n'explique pas, elle existe simplement au-delà de leur portée. Et c'est cela qui reste avec eux bien plus longtemps que n'importe quelle dispute. Ils peuvent se raconter des histoires sur les raisons de votre changement, ils peuvent qualifier votre distance de cruauté ou de froideur, mais au fond, ils savent que quelque chose a basculé et que c'est irréversible. Vous n'orbitez plus autour de leurs humeurs, vous ne cherchez plus leur validation, vous ne réagissez plus sur commande. Et cette perte est permanente. Non pas parce que vous les avez punis, mais parce que vous vous êtes choisis. C'est la conséquence à laquelle aucune personne toxique ne peut échapper. Le savoir silencieux que quelqu'un les a vus clairement et s'est quand même éloigné, entier, pas en colère, pas brisé, juste arrivé au bout du chemin. Et c'est ici que votre histoire complète son cycle. Vous ne partez pas avec de la vengeance, vous partez avec de la clarté. Vous ne gagnez pas en prouvant qu'ils ont tort. Vous gagnez en refusant de vivre dans la distorsion. La paix n'est pas passive, elle se gagne. Elle vient du choix de la vérité plutôt que de la familiarité, du respect de soi plutôt que de l'attachement et de la conscience plutôt que de l'illusion. Quand vous portez cette paix en avant, elle fait quelque chose de puissant. Elle restaure votre sens de soi. Elle vous reconnecte à votre intuition. Elle vous rappelle que l'amour ne devrait jamais exiger l'effacement de votre réalité. Alors si jamais vous vous demandez ce qu'ils font quand ils se savent coupables, souvenez-vous de ceci. Ils se battent pour garder le contrôle. Mais quand vous choisissez la paix, le contrôle n'a plus d'endroit où atterrir. Votre vie redevient un espace sacré où seul le respect et l'honnêteté ont droit de citer. Voici maintenant 4 leçons que j'ai dû apprendre à la dure, des vérités gravées dans ma propre chair au fil des années de reconstruction. Premièrement, la première chose que j'ai comprise, c'est que les limites ne sont pas des murs pour bloquer les autres, mais des portes pour vous protéger vous-même. J'ai longtemps cru que poser une limite était un acte d'agression, une façon de punir l'autre. L'expérience m'a appris que c'est au contraire l'acte d'amour le plus pur envers soi-même. Chess dirait: voici l'espace où je suis en sécurité et je ne laisserai personne le piétiner. Si quelqu'un s'offusque de vos limites, c'est qu'il bénéficiait de leur absence. C'est un test de caractère immédiat. Ne vous excusez jamais de protéger votre espace mental. Une limite n'a pas besoin d'être hurlée pour être efficace. Elle a juste besoin d'être maintenue avec une constance inébranlable. Deuxièmement, la deuxième leçon, c'est que votre intuition est une boussole qui ne ment jamais, même quand votre cerveau essaie de rationaliser l'inacceptable. Nous avons tous ressenti ce petit signal d'alarme au début, ce frisson dans le dos,
plutôt ce moment de malaise que nous avons ignoré pour être gentils ou parce que nous voulions croire aux contes de fées. J'ai appris que mon corps savait la vérité bien avant que mon esprit ne l'accepte. Le stress chronique, la fatigue inexpliquée, cette sensation d'être toujours sur le qui-vive sont les cris de votre intuition. Apprenez à écouter ce nœud dans l'estomac, il est là pour vous sauver la vie. Votre intuition est le seul radar capable de détecter la culpabilité cachée sous un sourire charmeur. Troisièmement, la troisième leçon est peut-être la plus difficile. Le silence est une réponse complète. On passe des années à essayer de trouver le mot juste, l'explication parfaite, la métaphore qui fera enfin cliquer l'autre pour qu'il comprenne la douleur qu'il inflige. Mais avec une personne toxique, vos mots sont des munitions qu'il retourne contre vous. J'ai compris que ne rien dire, c'est reprendre son pouvoir. Vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier mot pour gagner. Le dernier mot, c'est votre absence de réaction. C'est le moment où vous réalisez que votre silence est plus éloquent que n'importe quelle plaidoirie. Il signifie: je ne te donne plus accès à mon monde intérieur. Enfin, quatrièmement, la quatrième leçon que j'ai tirée de ce long chemin, vous ne pouvez pas guérir dans l'environnement qui vous a rendu malade. J'ai essayé de me reconstruire tout en restant dans la dynamique, pensant que ma force intérieure suffirait à contrer les attaques quotidiennes. C'est une illusion. La clarté demande de la distance. C'est comme essayer de lire un livre alors que quelqu'un secoue la page sans cesse. Ce n'est que dans le calme, loin du chaos, des reproches et des manipulations quotidiennes que votre véritable moi peut enfin recommencer à respirer. La guérison commence par le retrait. C'est dans ce premier matin de silence, sans la peur d'un conflit imminent, que vous retrouvez la personne que vous étiez avant que l'illusion ne commence. C'est ainsi que l'histoire se termine, et si vous êtes resté jusqu'à cet instant, c'est parce que quelque chose dans ce récit a touché une vérité que vous ressentiez déjà, mais pour laquelle vous n'aviez peut-être pas encore de mots, parce qu'au fond, vous n'êtes pas venu ici pour les comprendre eux, vous êtes venu ici pour vous comprendre vous-même, pour donner un sens à la confusion, à l'épuisement, à ce sentiment sourd que quelque chose n'allait jamais, même quand vous faisiez de votre mieux pour que tout fonctionne. Que ce moment soit celui où vous cessez de questionner votre clarté. Que ce soit l'instant où vous reconnaissez que la conscience n'a jamais été le problème. C'était le début de votre liberté. Ce que vous avez vécu était réel. Ce que vous avez ressenti comptait. La force qu'il a fallu pour voir à travers l'illusion, pour rester immobile pendant que quelqu'un essayait de réécrire votre réalité, ce n'est pas de la faiblesse. C'est du courage pur. Vous n'avez pas besoin de leur aveu de culpabilité pour avancer. Vous n'avez pas besoin d'une conclusion venant de quelqu'un qui survit en évitant la vérité. La conclusion vient de la compréhension du schéma et du choix de ne pas le répéter. Elle vient du fait de se faire à nouveau confiance, d'honorer la part de vous qui a refusé de disparaître juste pour garder la paix. La paix vous semblera inhabituelle au début, elle pourra même vous sembler vide ou ennuyeuse après des années de chaos, mais elle sera stable, sûre et elle sera vôtre. Cette stabilité a le signe que vous guérissez. Si ce message a résonné en vous, habitez-le. Laissez-le remodeler la façon dont vous voyez vos interactions passées et vos limites futures. Car plus vous comprenez ces dynamiques, moins elles ont de pouvoir sur vous. Vous n'avez rien perdu en vous réveillant. Vous vous êtes retrouvé et alors que vous avancez, souvenez-vous de ceci, au moment où vous choisissez la vérité plutôt que l'illusion, personne qui dépendait de votre confusion ne peut plus vous suivre. Votre avenir n'est plus une réaction à leur passé. C'est une création nouvelle basée sur votre propre intégrité. Restez ancré, restez conscient et par-dessus tout, restez connecté à cette version de vous-même qui a enfin choisi la paix. Si vous connaissez quelqu'un qui se débat encore dans le brouillard, quelqu'un qui doute de sa propre réalité, partagez cette réflexion avec lui. Parfois, une seule voix qui dit « Je sais ce que tu vis » suffit à briser les chaînes de l'emprise. Vous n'êtes pas seul et la lumière que vous avez retrouvée ne s'éteindra plus jamais.